Madame Déborah Kayembe, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le 1er mars rectrice de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Félicitations d'abord. Est-ce que vous vous attendiez à cette promotion ? C'est quelque chose que je n'avais jamais pensé dans mon esprit, m'investir pour devenir recteur de l'université. Et très surprenant, la manière dont les étudiants et l'équipe des travailleurs de l'université m'ont choisi. Et ensemble, nous nous sommes dit qu'on va voir le challenge, mais j'étais surprise aussi de savoir que personne d'autre voulait être les challengers dans la compétition. Dans les 6 dernières années, il y a eu 3 candidats en 2015, il y a eu 2 candidats en 2019. Même l'actuel premier ministre britannique Boris Johnson était candidat en 2019 et il était disqualifié. Oui, c'est un processus très rigoureux pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre identité. Tout ce que je fais, c'est ma campagne antiraciste en Écosse, qui a vraiment séduit tout le monde ici en Écosse. La manière dont j'ai mené la campagne en toute ouverture et en toute dignité. Je crois le fait que je suis une figure politique qui n'est pas contestée, mais qui est très respectée en Écosse, a poussé l'université de me choisir en ce moment où il y a beaucoup de changements qui parviennent à travers le monde. Et voilà, je suis recteur. Eh bien, félicitations. Alors, est-ce que c'était un objectif de la jeune Déborah que vous étiez, quand vous aviez, je ne sais pas, une vingtaine d'années, ou même avant peut-être, de diriger un jour une telle institution ? Oh Vous savez, il y a des choses qui nous parviennent dans la vie, mais on ne sait pas là où ça nous emmène. Ça, c'est la première leçon de la vie que j'ai appris. Lorsque, en tant que jeune fille, je choisis la voie d'étudier le droit à l'université, je choisis d'aller au barreau, c'était simplement dans le souci de rendre justice, dans le souci de servir les autres dans la gestion de la chose publique d'une manière correcte et impeccable. Ça, c'était ma motivation tout autour. Mais les liens quand j'étais jeune fille à devenir aujourd'hui recteur de l'Université d'Édimbourg et pire, à devenir la toute première personne de couleur à être recteur, ça, je n'avais jamais pensé à ça. Oui. Ça, c'est la destinée. Oui. Alors, vous avez parcouru donc un long chemin, puisque vous l'avez dit, vous étiez en RDC, vous êtes né et vous avez grandi là-bas. Vous êtes linguiste, juriste de formation donc et militante politique. Effectivement, linguiste, je parle 7 langues. Lorsque je suis arrivée en Écosse, je suis allée à l'université Heriot-Watt University, là où j'ai fait un postgraduate en langue et en politique internationale. Ça, c'était juste pour couronner mon côté autodidacte en tant que linguiste, mais j'ai fait beaucoup d'efforts dans le travail, dans le projet de réinsertion des réfugiés aux États-Unis. Parce que comme vous savez, la grande communauté de réfugiés aux États-Unis, c'est la communauté congolaise. Oui. Et pendant presque 10 ans, j'ai dirigé plus d'1 million d'interviews pour réinsérer les réfugiés aux États-Unis. J'ai fait de même au Royaume-Uni. Et je dois dire que c'est ce qui a fait ma force. Lorsqu'il s'agissait des questions qui concernent les réfugiés, j'avais des éléments clairs et précis tous les jours à travers les interviews que je faisais pour essayer de partager ces expériences-là dans les institutions de droits de l'homme qui existent ici en Écosse. Oui. Donc, en tant que juriste, je suis allée à la faculté de droit, j'ai rejoint les barreaux, j'ai une expérience aux Nations Unies à Kinshasa. Ensuite, quand je suis venue au Royaume-Uni, le barreau de Londres ne m'a pas acceptée parce que j'étais francophone. Ils m'ont demandé de reprendre mes études à zéro. Et j'ai dit que je ne le ferais pas. Et j'ai continué à avancer lorsque j'ai fait une demande au barreau écossais et j'ai fait une autre demande auprès du barreau de la Cour pénale internationale. Tous les deux étaient positifs et j'ai continué ma carrière sur cette voie-là. Oui. Alors que vous étiez déjà parfaitement anglophone finalement aussi, puisque vous avez dit que oui, vous parlez cette langue. Je pense que la question de mon rejet au barreau de Londres est purement une question de discrimination. Vous savez, il y a un élément systématique ici au Royaume-Uni qui privilégie ceux qui sont nés au Royaume-Uni, qui privilégie ceux qui ont étudié au Royaume-Uni. Et ça, c'est un combat qu'on doit continuer. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une justice auprès de tout le monde. Mais vous aviez dit que vous étiez engagé donc en faveur des réfugiés aux États-Unis, c'est-à-dire que votre chemin ne vous a pas amené directement de RDC au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. Oui, je vivais au Royaume-Uni, mais j'étais en train de faire ces interviews-là par téléphone ou par Internet, vidéolink, des États-Unis. Pendant toutes ces années, je me suis beaucoup investie aux États-Unis par rapport à la réinsertion des réfugiés. Énormément. Et alors, comme vous le disiez, vous êtes la première personne noire à diriger l'université d'Édimbourg. C'est déjà un drôle de challenge, mais il n'empêche que vous avez été confronté au racisme, vous l'avez déjà dit, et même vos enfants à l'école notamment. Oui, les racismes qu'on a vécu ici, ça c'est peut-être une petite histoire, mais il y a des cas flagrants, scandaleux, c'est révélateur. Choquants.
Oui, vraiment ici en Écosse, à l'école avec les enfants et moi-même à la maison. La plus grave, c'est celui qui a fait que je devais faire une déclaration publique aux médias pour dire, moi, je ne peux plus continuer à être traité comme ça par rapport à toutes les contributions positives que j'ai fait en Écosse. Okay? Lorsque les individus entrent dans ma propriété qui est privée et prennent des clous, ils les mettent dans le pneu de ma voiture, ça, c'était trop pour moi. Au risque de vous tuer, de vous faire avoir un accident. Voilà, effectivement, ça s'est passé comme ça parce que je me suis réveillée le matin, j'entre dans la voiture, je conduis la voiture dans cette ville montagneuse d'Édimbourg et la voiture bascule en cours de route lorsque je réalise que les pneus sont émaillés de clous. Ça ne va pas. Mais vous pensez que c'est vraiment du racisme ou il y a eu peut-être des jalousies ou comment vous expliquez la manière dont le public a réagi, certaines personnes ont dit que c'était une jalousie à voir comment est-ce que ça faisait très peu d'années que je suis arrivée en Écosse et que je prospérais comme ça. Oui. Bon, récemment, après le 1er mars, seulement ici, là, il y a eu cette vidéo de BBC Africa dans laquelle le raciste a écrit « Déportez ce singe ». Vous comprenez ça? C'est pas possible. Donc ça continue. Mais est-ce que la police a fait une enquête et qu'il y a une chance que les auteurs soient poursuivis? C'est ce que j'ai dit avant-hier à la presse britannique. J'ai dit, écoutez, moi, j'en ai eu assez. J'ai eu beaucoup de bavures, j'ai eu beaucoup d'insultes. Et tout ça, la police est chez moi tous les jours ici. Ma maison est barricadée de caméras partout. Mais il n'y a personne qui a été identifié, personne n'a été arrêté. Et ça, moi, je ne peux plus continuer comme ça. Je voudrais voir que les personnes qui ont commis ces exactions puissent être arrêtées. Personne n'a jamais été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et combien d'années, moi, j'ai souffert? Ce n'est pas une bonne justice, ça. Mais l'auteur de ces réflexions-là sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut remonter à eux? Ou est-ce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, souvent, c'est anonyme? Les autorités de l'université, j'ai eu une conversation hier matin avec les autorités de l'université qui ont dit qu'ils ont parlé avec les services de police et la police a commencé une investigation profonde. On attend les résultats de la police. On attend. Mais c'est un phénomène aussi qui touche l'éducation, vous le disiez, votre fille elle-même a été aussi assez troublée par des comportements racistes d'un professeur. Le plus choquant dans ce qui est arrivé à ma fille, c'est le fait que les professeurs n'avaient pas réalisé que ce qu'elle faisait était mauvais. Mais les élèves dans la classe ont fait comprendre au professeur ce que tu fais, ce n'est pas normal. C'est ça la gravité. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fait une pétition antiraciste pour promouvoir l'éducation antiraciste dans le système d'éducation écossais. Parce que la formation des autorités de l'école est très pauvre. La diversité dans la manière d'enseigner les enfants en Écosse ici, c'est très pauvre. Les statu quo qui promouvoient la race blanche, c'est ce qui existe ici. Oui, c'est toujours dominant. Oui, alors c'est la pétition que j'ai introduite au Parlement pour faire comprendre au Parlement, il est temps de changer les choses. Les enfants vont à l'école, c'est l'endroit où ils apprennent, pas un endroit où ils sont en train d'être humiliés pour ce qu'ils sont, ou parce qu'ils ont la peau qui est différente de la vôtre. Il faut dire donc que cette enseignante a demandé à votre fille de réaliser une danse d'esclave. Enfin, je veux dire, c'est quand même de très mauvais goût. C'est difficile de dire qu'elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Je vois pas ce que votre fille, à son âge, a à voir avec l'esclavage de l'époque. C'est vraiment humiliant, quoi. Si vous regardez tout le contexte de cette histoire, même l'idée d'avoir préparé ce cours, même la manière dont le cours avait été préparé, c'était vraiment ce qu'on appelle du n'importe quoi. Et je pense que mes enfants qui particulièrement sont nés au Royaume-Uni et n'ont jamais été en Afrique, ils ont visité les États-Unis, et l'Europe et l'Écosse. Vous prenez des enfants comme ça, vous leur parlez comme ça, ils sont dans un état de choc, vous savez. Bien sûr. C'est grave. Mais alors, Déborah Kayembe, vous pensez vraiment qu'on peut résoudre le problème par le dialogue? Parce que on voit ce racisme latent et flagrant presque de plus en plus, ou alors je ne sais pas si c'est parce qu'on y est plus aujourd'hui, plus sensible, et on est prêt à dénoncer plus facilement. Mais on le voit aux États-Unis, bien entendu, avec ces meurtres qui sont le fait de la police, ainsi de suite. On le voit en Europe, on le voit un petit peu partout au quotidien. Vous pensez qu'on peut réussir à lutter contre ce racisme par le dialogue ou il faut quand même bel et bien des sanctions contre des agissements inadmissibles? La loi existe pour être appliquée. Lorsque la loi ne fait pas son travail, le monde ou la société dans laquelle la loi ne fait pas son travail tombe dans le chaos. Et c'est là où le monde va maintenant. Lentement, mais sûrement. Le retour, comme vous savez, le Brexit au Royaume-Uni, c'est une autre définition du racisme. Vous avez des choses qui reviennent, mais sous une autre forme qui vous emmène aux mauvaises choses qui a coûté l'Europe la Deuxième Guerre mondiale. Des leaders politiques qui viennent, qui vous intoxiquent avec des idéaux stupides parce que eux, ils ont des intérêts politiques tout simplement. Vous savez? Alors, si l'Europe ne se réveille pas maintenant, parce qu'on devient trop tolérant
des choses, trop tolérant. Une personne attaque le recteur de l'université d'Édimbourg, qui est une grande personnalité à Édimbourg, il dit déporter ce singe. Vous voyez le niveau de l'éducation. Oui. Vous voyez aussi le niveau de l'éducation qui a fait de Donald Trump le président des États-Unis d'Amérique. Regardez toutes ces choses et regardez là où le monde est en train d'aller. Oui, c'est du populisme, c'est de la bêtise, de la haine, oui. Voilà, exactement. Alors, si l'Europe n'a pas retenu les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, on va y revenir, si on ne fait pas attention. Mais c'est savamment entretenu quand même par les têtes pensantes qui manipulent les populations. Effectivement, c'est le choix de nos leaders politiques. Quels leaders politiques nous choisissons? Vous savez, c'est le choix de nos leaders politiques. Tout commence par les leaders politiques que nous choisissons. Ils ont un langage, les actuels leaders politiques. Le poison qui a été installé il y a 4 ans vient de partir, mais ça continue, Oui, ce n'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr. Alors, le nouveau qui est là, espérons que ça va changer un peu les choses. Mais les bonnes idées prennent le temps de s'imbiber dans la société, mais les mauvaises, c'est comme une contamination. Alors vous-même, vous êtes quand même maintenant donc à la tête de cette illustre université d'Édimbourg. Quelles sont maintenant vos priorités pour cette université? La première des priorités pour lesquelles les étudiants et les staffs m'ont choisi, c'est le programme antiraciste. La vision antiraciste, ça c'est la première des choses. Ensuite, réduire les inégalités par rapport aux étudiants qui viennent à l'université. On a remarqué que pendant plusieurs années, les plus riches ont accès à cette université. Même les enfants écossais, qui sont très intelligents, mais qui sont nés des familles pauvres, n'ont pas eu accès à leur propre université. Il faut réduire cette inégalité-là. Il faut combattre ça. Et il faut continuer la diversité de nos staffs. Vous avez des années, 400 ans. Ils n'ont jamais eu un recteur de couleur à l'université d'Édimbourg. On doit regarder aux capacités, aux richesses des autres, qu'ils soient italiens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient... Regarder les capacités de la richesse des autres et donner-leur des opportunités. Les compétences, bien sûr. Maintenant. Mais quand vous dites que les plus pauvres n'ont pas accès, pourquoi? À cause des coûts d'inscription, par exemple, ou de scolarité qui sont trop élevés? La scolarité est toujours trop élevée, mais lorsque vous venez d'une famille pauvre, il y a des programmes de scolarité qui existent. Ça dépend du management de l'université, s'ils veulent donner combien par année. Ou des bourses, peut-être, des aides avec des bourses, par exemple. Oui, effectivement, il faut privilégier le programme des bourses. Il faudrait vraiment donner cette opportunité et donner ces bourses-là à ceux qui n'ont jamais eu la chance d'avoir accès aux bourses. C'est ça qu'il faut privilégier maintenant. Ceux qui sont riches auront toujours accès parce qu'ils ont leur argent. Mais il y a des familles pour lesquelles, si l'enfant... Je me souviens quand j'ai été élue, 2 jours après, j'avais reçu une lettre d'un des étudiants qui a étudié à Édimbourg, mais qui était un Écossais, qui venait d'une famille très pauvre. Et il m'a écrit, il dit, s'il vous plaît, maintenant que vous êtes là, donnez la chance à ceux comme moi ont obtenu le bourse pour venir à l'université d'Édimbourg. Oui, pour la diversité, justement, bien sûr. Oui. Et alors, Madame Kayembe, depuis ce poste en Écosse, vous pensez pouvoir œuvrer aussi pour un meilleur enseignement en Afrique, justement, à propos accès à l'éducation et éducation de qualité? Je vais vraiment encourager l'université d'investir en Afrique. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Si pendant mes réunions, parce que maintenant je suis membre de l'organe suprême de l'université, je pourrais quelquefois introduire des sujets pour discuter comment soutenir l'Afrique en termes de l'éducation. C'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. Il faudrait qu'on puisse soutenir l'Afrique. Mais il n'y a pas que seulement nous à donner à l'Afrique. L'Afrique aussi a beaucoup à nous apprendre. C'est l'hospitalité, la gentillesse africaine. Ces choses-là. Bien sûr. On a des choses à partager les uns les autres. Et si on le fait dans le but d'avoir un monde meilleur tout autour de nous. Oui. Quelles sont, selon vous, maintenant, en ce moment, les faiblesses de l'enseignement en Afrique? Parce qu'on sait qu'il y a quand même de brillantes universités. Il y a aussi des universités virtuelles. Il y en avait une au Kenya, je ne sais plus où ils en sont maintenant. Je pense que l'une des difficultés pour l'Afrique, c'est le manque d'opportunités. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait qu'ils puissent avoir l'opportunité. Il y a des gens qui sont très, très, très intelligents et qui sont très travailleurs, mais pas d'opportunité de se développer. Deuxièmement, l'éducation primaire et secondaire, on doit vraiment regarder au curriculum. Beaucoup de ces pays africains ont des curriculums qui datent de 50 ans, 60 ans, qui continuent à vénérer les rois qui ont les colons et tout ça. Oui. On doit revoir ça. C'est dépassé, oui, poussiéreux. Oui, et puis ensuite, éduquer les éducateurs. Oh, la corruption est très mal là-bas. Il faut arranger ça aussi. Et vous pensez que l'enseignement à distance, justement, c'est une opportunité pour l'Afrique et pas encore assez développé? Dans tout le contexte, et pire encore dans ce contexte du Covid, l'enseignement à distance, c'est quelque chose qu'on doit vraiment exploiter parce que le Covid nous a affectés d'une manière vraiment incroyable.
Vous savez, pour moi, j'ai toujours vu l'éducation, ce n'est pas le fait que vous lisez un livre, mais c'est aussi l'interaction que vous avez entre vous, les individus. Ça fait partie de votre éducation. Et quand le Covid vous dit social distancing, ne soyez pas à côté de l'autre, restez à la maison, les Covid vont nous changer. Et je pense que c'est ce que j'ai dit au moment où j'étais élue. L'université doit penser à créer des moyens, à changer le futur, à réformer la vie future. Parce que nous savons que ce Covid sera toujours là. Ça sera toujours là. Oui. Et il va falloir qu'on puisse contourner ça et continuer une bonne éducation tout autour de ces limites que le Covid nous impose en tant qu'être humain. Alors, vous avez quitté votre pays, bien sûr, la RDC, mais vous êtes toujours membre du barreau, si je ne me trompe, et j'imagine que vous suivez donc toujours la situation actuelle dans votre pays d'origine. La mort de l'ambassadeur d'Italie dans le Nord Kivu a attiré l'attention du monde entier sur la violence des groupes armés qui continuent presque quotidiennement de tuer et de faire fuir les populations congolaises, notamment dans l'est du pays. Selon vous, comment sortir de cette situation? Parce que beaucoup d'auditeurs nous disent, par exemple, oui, voilà, on a la MONUSCO, mais elle ne fait rien. Comment, d'après vous, on peut se sortir de ce bourbier et de cette misère des populations qui sont tuées chaque jour sans qu'on en parle de trop? L'une des choses que je voudrais voir le gouvernement congolais diriger son pays lui-même sans interférence des autres forces du pays. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. J'aimerais voir que les autorités locales puissent prendre le contrôle de leur territoire eux-mêmes. Cette histoire d'occupation, quel que soit sous l'emblème de l'ONU ou sous l'emblème, ça ne marche pas et ça n'a pas marché pendant 20 ans. Parce que s'ils étaient là réellement pour établir la paix, peut-être qu'aujourd'hui je serais en mesure de rentrer dans l'Ituri et visiter les gens que j'ai visités en 2004. Ce n'est pas le cas. Donc la MONUSCO, tous ces gens-là, ils sont là, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas été efficaces. Ils ont prouvé qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils ne peuvent pas établir la paix dans ce territoire. Ils doivent partir. Et pourquoi selon vous? Parce qu'ils n'ont pas une connaissance du terrain, ainsi de suite, il y a des lacunes, ou par manque de volonté? Je me souviens, la plupart de ces militaires, ils ne sont même pas formés pour ce genre de travail. Ils ne savent même pas ce qu'ils font dans les territoires. Pourquoi emmener des gens comme ça? Alors, les évêques congolais ont déploré la régression constatée dans les domaines des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme et de la justice sous le régime du président Félix Tshisekedi, alors que, après son investiture, ils avaient salué des avancées dans ce domaine. Et ils disent déplorer les répressions d'activistes des droits humains, les attaques contre les civils par les groupes armés ou les forces gouvernementales, et aussi l'entrave à la liberté d'expression et de manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas surprise. Parce que vous savez, le problème au Congo, c'est un problème de système. C'est un problème qui existe depuis lors et les leaders politiques n'ont pas corrigé ce système. Ils ont trouvé un système corrompu, ils ont trouvé un système qui n'avance pas, qui ne respecte pas l'être humain et ils se sont habillés dans ce système. Alors, même s'il y a un nouveau président, mais si le nouveau président et son entourage ne comprennent pas ça, ce système va continuer. Donc ça, c'est un problème qui interpelle le chef de l'État d'abord en tant qu'individu, pour comprendre, OK, là où je suis, j'ai hérité d'un système corrompu et je dois changer ça. C'est-à-dire qu'il faut... Oui. Tout là, les tueries que vous avez, et malheureusement, ça me fait très mal, ça n'a pas changé. Les tueries qui sont là, toutes ces choses qui sont là, c'est tout autour de l'argent. Et l'argent obtenu, pas dans de bonnes voies, mais dans la corruption. Et ils maintiennent ce système-là pour se servir eux-mêmes, pas pour servir les pays. C'est ça le problème. Oui, c'est-à-dire on dit souvent la RDC, comme d'autres pays d'ailleurs, ses richesses, c'est son malheur d'une certaine façon, parce que ça attise toutes les convoitises. Et vous pensez donc, parce qu'on est en pleine consultation pour le nouveau gouvernement, vous pensez que le nouveau président devrait faire table rase, se débarrasser de tous les anciens, on va dire, et de prendre des personnalités tout à fait nouvelles? C'est ce que je ne comprends pas, croyez-moi, je ne comprends pas. Pourquoi toutes ces personnes qui ont détruit les pays dans le régime Mobutu, dans le régime Kabila, sont toujours au pouvoir? Y a-t-il pas d'autres cadres, d'autres personnes intelligentes au Congo qui peuvent créer une nouvelle classe politique? Je ne comprends pas ça. Vous avez toujours les mêmes individus, les mêmes visages qui ont détruit les pays pendant 35 ans et qui ont suivi, qui ont détruit sous Laurent Désiré Kabila, qui ont détruit sous Joseph Kabila. Ils sont toujours là. Y a-t-il pas de cadres au Congo? Y a-t-il pas de gens intelligents au Congo pour faire une nouvelle classe politique? Donc vous pensez, vous, qu'il faudrait vraiment faire table rase, parce qu'il est question justement complètement de voir... faire table rase, amener des nouveaux cadres dans ce pays, mais des cadres qui ont prouvé à travers leur propre vie
ce qu'ils ont réalisé dans la chose publique. Oui. N'emmenez pas des opportunistes parce qu'ils vont faire la même chose. Et vous pensez que ça pourrait résoudre aussi le regain des discours qui incitent à la haine? L'ONU s'est dite préoccupée de cette haine récurrente, oui, à travers les réseaux sociaux, même les radios. Oui. Si vous êtes au courant, le lendemain de mon élection, j'ai dû faire une déclaration sur Top Congo au sujet de ces récupérations politiciennes et tribales. Parce que le racisme, tout comme le tribalisme, c'est la même maison. Hein. Bien sûr. C'est pas différent. Hein. Je suis aussi une grande combattante antiraciste. Au même titre, je suis une grande combattante anti-tribaliste. Je n'accepte pas ça. Et vous pensez que c'est ça qui motive tous ces discours de haine? La base de toutes ces choses, c'est l'éducation. C'est le manque d'éducation. Si vous êtes bien éduqué, vous allez comprendre les dangers du tribalisme, vous allez comprendre les dangers du racisme. C'est l'éducation. Tout ce dont nous souffrons aujourd'hui en Afrique, c'est l'éducation. Ou le Et manque même ici en Europe, c'est l'éducation. Oui. L'intelligence, on va dire, de s'ouvrir aux autres, la tolérance, voilà. ainsi de suite, d'avoir une certaine hauteur d'esprit et pas faire parler seulement le ventre et la jalousie. Voilà, effectivement, oui. Alors, Déborah Kayembe, une dernière question à l'occasion de la Journée internationale de la femme ce 8 mars. Quel est votre message aux jeunes femmes et tout spécialement d'Afrique? Par la voix de mon organisation humanitaire Full Option, cette année, j'ai lancé un message en disant que je dédie ce mois de mars 2021 à la maman, la femme qui donne la vie, la femme qui élève l'enfant de l'autre, la femme qui prend soin de sa maison, parce que je reconnais son rôle de la première éducatrice de l'être humain. Et le message que j'envoie à toutes nos mamans en Afrique, en Europe, aux États-Unis, maman, continuez à faire votre travail. Éduquez vos enfants à œuvrer pour la paix et la justice. Prenez la haine, jetez-les dans la mer. Aux États-Unis, prenez vos fusils et en Afrique, prenez les machettes, jetez à la mer. Apprenez les enfants le langage de la paix et la justice. Éduquez vos enfants dans la voie de la paix et la justice, la tolérance et le dialogue. Je rends hommage à toutes les mamans. Ma mère qui m'a mis au monde, elle est déjà partie. Je la remercie de m'avoir donné la vie. Et ma mère qui m'a élevée, qui est toujours en vie, je lui remercie pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Et je prends en considération le fait que les femmes sont vraiment dans l'arrière-plan. Même au Royaume-Uni, les gaps dans les salaires des femmes, la manière, les avances sexuelles dans le lieu de travail, c'est scandaleux, même ici au Royaume-Uni. Partout dans le monde, hein. En Europe, aux États-Unis, partout. Il faudrait maintenant qu'on puisse avoir le courage de donner aux femmes des postes de décision. Parce qu'encore jusque-là, les femmes ne sont qu'au second niveau. Ils ne prennent pas surtout les décisions finales. Donc, on voudrait quand même avoir des femmes leaders qui ont le pouvoir de changer les choses. Effectivement, et changent les choses. Très bien. Eh bien, Madame Déborah Kayembe, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite surtout beaucoup de succès à la direction de cette prestigieuse université et qu'elle soit florissante et que vous puissiez aider beaucoup de jeunes, non seulement en Écosse, mais aussi en Afrique et dans le monde, à avancer vers l'éducation et vers la paix. Merci beaucoup.